Aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut faire un peu plus rapidement. Mais il n'en demeure pas moins que dans toute situation, dans tout objectif, la maturation est importante. Un jeune qui a 15 ans, qui a un contrat de 300 millions, il n'a pas la maturité nécessaire pour pouvoir gérer cet argent parce que l'argent, c'est de l'énergie. L'énergie que 300 millions va projeter sur vous, si vous n'avez pas la capacité nécessaire pour tenir cette énergie-là, vous allez devenir fou. Le sexe, c'est la même chose. Un enfant de 12 ans qui fait du sexe avec un adulte de 50 ans, l'énergie que vibre une personne de 50 ans, c'est pas la même énergie qu'un enfant de 12 ans, 10 ans vibre. Si on ne mûrit pas avant d'avoir ce qu'on veut avoir, on peut le perdre. On peut être animé d'un sentiment d'imposteur. Celui qui est pressé d'avoir un enfant épousera une femme enceinte. Bonjour chers internautes, bonjour coach. Bonjour Gloria, comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va, tout va bien. D'accord. Aujourd'hui, notre proverbe sera celui qui est pressé d'avoir un enfant épousera une femme enceinte. Je vous rassure, on n'est pas à la maternité, loin de là. Mais c'est un proverbe qui me parle beaucoup. En réfléchissant sur ça, quelques approches de ça, mais j'aimerais encore plus en parler avec toi, qui s'y connaît bien en tout ce qui est proverbe africain. Et c'est pour cela que nous sommes encore là aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que cela t'évoque quand, dans un premier temps, tu attends qu'un homme qui est pressé, un homme surtout, qui est pressé d'avoir un enfant, il épousera à coup sûr une femme qui est enceinte? Oui. Pourquoi tu ris? Je suis sûr que ceux qui nous suivent également, quand tu as énoncé le proverbe, qu'eux aussi sont en train de rire derrière leur petit écran. Parce que le proverbe, quand tu l'entends en même temps, tu ne peux pas ne pas rire, ne pas sourire. Un homme qui est pressé d'avoir un enfant risque de se marier ou d'épouser une femme enceinte. C'est ça. J'imagine un peu une scène où un homme se met avec une femme qui est enceinte. C'est un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel, n'est-ce pas? Oui. Oui, après, tu sais, ça peut arriver, ça peut arriver. C'est-à-dire que quand tu prends nos sociétés, et surtout nos sociétés africaines, où souvent le fait d'avoir une famille et d'avoir un enfant est un indicateur très important pour estimer un homme ou une femme. Et un homme qui n'a pas d'enfant ou une femme qui n'arrive pas à concevoir, ça peut être traumatisant. Exactement. Ça peut être traumatisant non seulement vis-à-vis de la famille, de la communauté, de la société tout entière. Donc souvent, c'est une pression énorme et énormissime que beaucoup de gens vivent dans nos pays. Et donc, si on ne prend que ça et on fait le parallèle avec ce proverbe, on peut comprendre quelque part que pour des raisons de statut social, pour des raisons de rang social, un homme puisse se voir dans l'obligation de se marier avec une femme enceinte pour pouvoir avoir un enfant, très rapidement. De sorte que, très rapidement justement, de sorte que la pression familiale, la pression sociétale, la pression communautaire puisse diminuer et que lui aussi puisse valablement circuler, se montrer surtout dire qu'on m'appelle papa maintenant. Voilà, que moi aussi je suis papa et que je suis maman. Donc, plusieurs raisons peuvent expliquer ça. Il peut aussi se trouver que une personne ne peut pas procréer, ne peut pas concevoir, n'est pas fertile, etc. Et par peur que la société ne découvre aussi ça, donc ça devient une deuxième pression. Si la société finit par découvrir que l'homme n'est pas fertile, ça aussi, ça peut être traumatisant. Donc aussi pour cacher cet état de choses, un homme aussi peut choisir de se marier avec une femme enceinte pour cacher cette infertilité-là, afin d'avoir le statut social ou le rang social qu'il désire ou qu'il veut avoir.
Comme je le disais au début, c'est vrai qu'on n'est pas à la maternité, mais ce proverbe évoque vraiment cette question de parentalité dont tu évoques. Et aussi, comme nous sommes dans un contexte africain, la pression que cela peut représenter d'avoir ci, d'avoir ça, donc qui est matérialisé par un enfant. De manière vraiment plus profonde, comment on peut relier ce proverbe-là à notre vie de tous les jours, ou si quelqu'un veut le voir sous un angle de leadership ou de développement personnel. Parce que ici on dit, celui qui est pressé surtout, pas juste celui qui veut avoir un enfant, mais celui qui est pressé d'avoir un enfant, risque de se retrouver avec une femme enceinte. Oui, comme on sait si bien le faire sur ces chaînes, maintenant on va essayer de comprendre ça, de faire le parallèle avec la vie de tous les jours, la vie dans l'entreprise, d'un point de vue leadership, développement personnel. C'est ça. Alors, le premier principe qu'évoque ce proverbe lorsqu'on veut parler de développement personnel, de leadership, c'est la loi du processus, qui veut que tout objectif qu'on veut atteindre demande un cheminement. Oui. Tout objectif qu'on veut atteindre, tout résultat qu'on veut produire, demande un processus. Et tu l'as si bien dit, l'homme qui est pressé d'avoir un enfant. Donc ici, l'homme, toute personne, toi et moi, tous ceux qui nous suivent, objectif avoir un enfant, mais pressé d'avoir un enfant. Oui. Donc si je suis pressé d'avoir un enfant, alors que avoir un enfant, atteindre un objectif demande un processus, qu'est-ce qui va se passer? Je vais violer la loi du processus. En ce moment-là, je vais prendre un raccourci. Je vais tordre le bras à un processus. Je vais le raccourcir pour ne pas avoir à subir le temps que ça demande. Est-ce qu'en soi, c'est mauvais? Alors, avant de demander si c'est mauvais ou pas, il faut qu'on puisse comprendre encore cette histoire de presser là. Oui. Donc, si je prends un raccourci et que je vais atteindre un objectif, alors que cet objectif demande un temps donné, ça veut dire que quelque part, je n'ai pas la patience nécessaire pour produire ce résultat-là. Ça veut dire que je ne suis pas non plus prêt à accepter de payer un prix que demande l'objectif que je vais atteindre. Oui. Si on regarde le proverbe, sans rentrer dans tout autre détail, pour avoir un enfant, pour ce que je sais, il faut au minimum 9 mois. Pour la femme? Pour la femme. Il faut au minimum ça. Oui. Il y a d'autres considérations qu'on peut encore mettre en jeu. Mais si un homme se marie avec une femme qui est enceinte de 5 mois, 6 mois, 7 mois, ou qui est près à terme, c'est-à-dire qu'au fond, cette personne-là n'est pas prête à attendre 9 mois. Donc, si la femme est enceinte de 8 mois, la personne a refusé d'attendre 8 mois et ne veut attendre que 1 mois. Et ça aussi, c'est peut-être dans le meilleur des cas. Et donc, quand on est pressé de produire un résultat, ça veut dire qu'on prend des raccourcis pour y arriver. Or, tout résultat, ce pourquoi est-ce que ça nécessite un processus, c'est que le résultat a besoin de passer par un processus de maturation. Donc, si le résultat ne passe pas par un processus de maturation, le produit final peut présenter des défauts. C'est pour cela qu'un enfant prématuré a besoin de soins spéciaux. C'est ça. Parce que le temps qu'il faut avant qu'il ne vienne au monde, ce temps n'a pas été suffisant, n'a pas été suivi. Donc, il y a eu une interruption dans le processus de maturation. Du coup, quand il naît, il a besoin de suivre des soins spéciaux pour pouvoir retrouver, ou en tout cas pour qu'il puisse vraiment faire face à tout ce qu'il y a comme défi et maladie dans la vie. Donc, si je viole un processus parce que je suis pressé d'atteindre l'objectif, c'est possible que j'ai l'objectif, mais l'objectif peut ne pas avoir fini son processus de maturation. Et du coup, je peux aussi le perdre. C'est pour ça que parfois, il y a des gens qui obtiennent des résultats par raccourci parce qu'ils sont pressés. Mais de la même manière, le résultat est arrivé, ça disparaît aussi ou bien ça ne fait pas long feu. Parce que le processus de maturation n'a pas été suivi ou a été interrompu en temps. Aujourd'hui, peut-être que je vais parler au nom des jeunes. Il y a plusieurs jeunes qui disent on n'a plus le temps. Parce que ce qu'on a vu, ce qu'on voit d'ailleurs même avec la génération qui nous a précédés, la génération de nos parents, c'est que c'était des personnes qui ont suivi le processus. Donc, aller à l'école, après chercher un travail, trouver ça, essayer de construire une maison
qui malheureusement n'est jamais achevé. Je suis désolée. Et après, toute la responsabilité peut-être tombe sur les jeunes. Donc, on voit la réalité du passé et on se dit maintenant, avec toutes les opportunités que nous avons, nous pouvons presser les choses pour que la réussite, elle soit dans notre trentaine. Parce qu'il y a des gens même qui disent, à 25 ans, je veux être millionnaire, je veux construire ma maison. Bon, après, quand même, on se rend compte que c'est pas ça. Mais du moins, on a ce désir vraiment de réussir vite parce qu'on voit que la vie aussi, elle est courte. Donc, est-ce que c'est mal en soi d'avoir ce genre d'ambition en tant que jeune, de se dire que moi, je veux réussir rapidement parce que la vie devant soi n'est pas garantie d'ailleurs. Et ce n'est pas aussi non plus garanti que si on suit le processus, on arrive à avoir gain de cause. Oui, je comprends très bien ce que tu dis. Peut-être je vais apporter un peu d'eau à ton moulin parce qu'effectivement, quand on regarde le résultat que beaucoup de nos parents ont produit, c'est pas forcément ce que beaucoup de gens aimeraient avoir aujourd'hui. C'est ça. Beaucoup de parents avaient des principes, avaient des valeurs, étaient droits, étaient rigoureux, étaient disciplinés, se levaient, allaient au boulot, faisaient leur travail avec conscience professionnelle, etc. Mais après, quand on regarde leur réalisation dans la vie pratique, c'est pas forcément très intéressant. C'est ça. Et donc, beaucoup d'enfants, ou beaucoup de jeunes, lorsqu'ils font la rétrospective ou regardent les résultats que leurs parents ont produits, se disent, franchement, oui, mon papa, ma maman, il est travailleur, elle est travailleuse. Mais si c'est pour aboutir à là où il a abouti, où elle a abouti, ça ne vaut pas la peine. C'est ça. Oui, effectivement, il faut dire qu'avant, la vie était un peu plus linéaire. Les choses se faisaient d'une façon assez linéaire. On ne peut pas nier ça. OK? Nier ça, ça n'a pas de sens. Mais au même moment, ce que je veux dire, ce que je veux nous dire, c'est que un principe reste un principe. Qu'on ait des ambitions légitimes ou pas, un principe reste un principe. Et je pense que la loi du processus reste ferme. Alors, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme science, technologie, beaucoup de choses se font un peu plus rapidement. Oui. Et ça n'aura pas de sens que de rejeter la science, de rejeter la technologie pour dire que avant les choses se faisaient de cette façon, donc il faut forcément les faire comme ça. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'avant, un parent qui devait cultiver un champ, il est difficile qu'une seule personne avec sa roue puisse faire 10 hectares ou 20 hectares, cultiver 20 hectares en une semaine ou en un mois. Je sais pas. Il y a des gens qui étaient très vigoureux avant. Et je pense même que pour qu'on puisse cultiver beaucoup de surface avant, dans nos villages, les gens allaient par groupe cultiver les champs à tour de rôle. C'est-à-dire que tout le village vient cultiver ton champ aujourd'hui et ça permet de travailler sur une grande surface. Le lendemain, tout le village va cultiver le champ d'une autre personne et ainsi de suite. Et ça permettait de travailler sur de très grandes surfaces. Donc ça nous montre aussi que même avant, les gens avaient ce sens d'optimisation, d'aller vite et d'optimisation du temps. Oui. Donc, si quelqu'un aujourd'hui, sous prétexte qu'on parle de la loi du processus, va prendre sa roue pour dire qu'il veut faire 10 hectares, franchement, sachant qu'avant, les gens étaient un peu plus robustes que nous aujourd'hui. Donc, ça n'a pas de sens. Alors, aujourd'hui, un seul agriculteur peut faire 100 hectares dans une journée. Oui. À cause de la mécanisation, de la motorisation de l'agriculture, on peut semer, on peut irriguer un champ avec des drones, on peut faire plein de choses aujourd'hui. Donc refuser ça n'a pas de sens. Mais la loi du processus reste intacte. Et c'est justement parce que nous restons toujours sur le champ agricole que nous violons la loi du processus qu'aujourd'hui, en 24 heures, en 48 heures ou en une semaine, on peut avoir de très grosses betteraves comme ma tête ou de grosses tomates comme ma tête. Mais ça ne peut pas faire 24 heures, ça ne peut pas faire 48 heures dans le frigo, dans le congélateur. Oui. Pourquoi? Parce qu'on utilise des OGM, on fait des manipulations génétiques sur les plantes, on utilise plein d'engrais qui permettent de produire très vite, mais dans la pratique, ça ne marche pas. Aujourd'hui, on voit la tendance à retourner au bio. Parce qu'on se rend compte que franchement, oui, certes, on a beaucoup de produits qui arrivent très vite, mais
Au contraire, ça cause ce que nous appelons les maladies de civilisation aujourd'hui. Oui, c'est pas durable. Donc, la loi du processus reste la même chose, reste d'actualité. Tu ne peux pas devenir médecin aujourd'hui en prenant des raccourcis. Tu ne peux pas devenir pilote en prenant des raccourcis. Donc, ça demande une formation, ça demande un temps d'apprentissage, etc. Mais il faut tenir compte de la science et de la technologie qui nous permettent d'aller un peu plus vite. Donc, c'est légitime qu'on veut devenir millionnaire très vite, qu'on veut lancer son entreprise, qu'on veut faire de grands projets. Absolument, je suis d'accord là-dessus. Mais n'oubliez pas que le processus de maturation est important. Sinon, la même personne qui est pressée d'avoir un enfant et prend des raccourcis va avoir des millions, mais peu de temps, les millions vont le changer en quelque chose qui lui-même n'appréciera pas après. On a vu des gens qui ont de très grandes réussites, mais quelques années après, les mêmes personnes disent non, si c'était à refaire, je ne le ferais plus de la même manière. J'aurais pris le temps de me former, de faire ceci, de faire cela, parce que la maturation est toujours importante. Et si vous ne passez pas par un processus de maturation, il y a des pièges qui vous guettent. Et ça, on va parler de ça peut-être après, mais j'aimerais qu'on évoque aussi un cas où dans la vie, il y a parfois des circonstances qui nous tombent dessus sans qu'on ne s'y attende forcément. Donc, il peut y avoir aussi ces cas où la personne ne s'est pas forcément préparée à une opportunité donnée, mais elle a eu l'opportunité de la voir ou d'être appelée pour un travail. Donc, dans ce cas précis où c'est vrai que la personne a émis une ambition d'avoir telle chose ou bien d'avoir telle chose, mais n'a pas suivi le processus, par exemple, mais a eu quand même l'opportunité. Comment la personne devrait se comporter dans ce cas? C'est-à-dire que si je suis là et puis on me donne une très belle femme qui est déjà enceinte, on me lance sur un plateau d'argent, est-ce que je prends ou je ne prends pas? Voilà. Une très belle question. Une fois encore, je reste ferme sur le principe de la loi du processus et la loi du cheminement, du prix à payer. Mais il faut noter que ce que nous appelons hasard, sans rentrer dans un débat philosophique sur la question, ne l'est pas forcément. Parce que il arrive très souvent que nous émettons des désirs, des pensées, que nous ayons des ambitions, des projets auxquels nous tenons, mais au fil du temps, au fil des années, ça commence par s'étioler dans le temps parce qu'on rencontre des défis. Si tu prends un enfant qui a 5 ans, 10 ans aujourd'hui, demande-lui ses ambitions et ses rêves, il va te dire des choses inimaginables. Tu dis, mais mon petit, toi, tu as vu ça où? Qui t'a dit ça? Tu dis, mais comment tu penses que c'est? Il dit, non, parce que pour l'instant, il y a une pureté dans sa pensée. C'est ça. Et il va nourrir ça, il va y travailler. Mais quand il va avoir 20 ans, quand il va avoir 25 ans, quand il va avoir 30 ans, vous lui posez la même question, il y a de fortes chances qu'il ait oublié ça. Il dit, bon, tu sais, c'était les rêves de gosse. On a grandi finalement. Et les problèmes de la vie ont commencé, les factures se sont amoncelées, etc., etc. Donc, ils font que des choses qui nous tenaient vraiment à cœur, sur lesquelles on travaille, sont parties dans l'inconscient. Oui. Donc, il y a des gens, beaucoup d'entre nous, qui foncièrement ont une personnalité donnée, qui ont une orientation donnée. Mais tout ce que nous traversons dans la vie, tous les jours, a fait que beaucoup de ces projets-là sont partis en arrière-plan. Et ce qu'on considère comme hasard pour certaines personnes n'est que une opportunité qui vient réveiller quelque chose sur laquelle ils travaillaient ou ils pensaient avant. C'est pour ça qu'il y a certains auteurs qui disent que la chance, c'est la rencontre entre l'opportunité et la préparation. Oui. Donc, il y a beaucoup d'entre nous qui ont des désirs profonds, mais qui ont été refoulés, et une opportunité vient révéler ça. C'est ça. Ah tiens, voilà des choses que je voulais, c'est exactement ce que je voulais ça. Et les gens disent, mais attends, mais il ne s'attendait pas, on lui a appelé, puis bon, il est allé, puis ça a marché pour lui. Au même moment, la même opportunité, tu la donnes à une autre personne, elle ne sait même pas que c'est une opportunité. C'est ça. Elle n'est même pas prête, elle dit non, je n'ai pas besoin de tout ça, on n'en a pas besoin. Combien l'homme va manger? On n'a pas besoin de tout ça pour réussir dans la vie. C'est ça, tu vois un peu. Oui. Donc, il y a parfois des choses qui nous arrivent qu'on considère comme hasard, mais en réalité qui ne viennent que constater, qui viennent se produire parce que nous avons déjà émis au préalable ces idées, ces pensées dans la nature qui, elle autre, était en train de travailler là-dessus pendant que nous, on l'a oublié.
Et elle nous envoie maintenant une opportunité et ça vient rencontrer ce pourquoi est-ce que nous attendons. Oui. Mais au même moment, il peut arriver qu'une opportunité arrive sans que je ne sois forcément préparé à ça. Et comme le dit un auteur, si par exemple tu es un entrepreneur et qu'on te donne une opportunité et que tu as une opportunité d'investissement ou de solution, si tu n'as pas la solution, dis oui et va te préparer maintenant et va apprendre. Donc là, parfois, il y a des choses qui nous arrivent, on ne s'y attend pas. Mais là encore, notre personnalité joue. Oui. Le caractère de l'individu joue. Il y a beaucoup d'entre nous qui savons que d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, il y a quelque chose qui va se produire. Quand, comment, de quelle façon, on ne sait pas. Mais on sait qu'on va réussir. On travaille, on se prépare. On est dans des trucs, on est dans des petits trucs aujourd'hui qui ne sont pas encore conformes à nos attentes, mais on est convaincu qu'on va réussir. Et quand des choses arrivent, même si ce n'est pas ce pourquoi est-ce qu'on se préparait, on sent qu'il y a quelque chose qui est là-bas. Et c'est là, en ce sens-là, que je donne raison à cet auteur qui dit, si on vous dit de faire quelque chose que vous ne savez pas le faire, dites oui d'abord, ensuite allez apprendre comment ça marche. Mais là encore, le caractère, la personnalité jouent. Si on n'a pas le caractère, la personnalité qu'il faut, on peut vous présenter la plus belle femme au monde, elle n'est même pas enceinte, mais vous ne la prendrez pas. Parce que vous estimerez qu'elle est trop belle pour vous. Oui. Que vous ne méritez pas ça. Comment est-ce que j'ai fait pour l'entretenir? Est-ce que c'est la façon, elle est belle? Est-ce qu'elle peut être fidèle? Est-ce que je peux la garder? Est-ce que je suis digne de ça? Donc tu vois que la personnalité, le caractère sont importants. Celui qui est quelqu'un d'ambitieux dès le départ, qui pense qu'il va réussir, qui se prépare à la réussite, qui sait que d'une façon ou d'une autre, que je sois ici ou ailleurs, va réussir. Si on lui présente la belle femme, il dit non, ça c'est exactement ce que je veux. Il sait qu'il n'a pas encore les moyens d'entretenir ça, mais il dit je vais m'en sortir. Oui. Je vais tout faire pour réussir à ça. Et puis il se met au boulot. Tous ceux qui sont autour de lui le critiquent. Toi, tu es sûr que tu peux faire ça? Il se met au boulot, il dit je vais faire ça, je vais réussir. Je relève le défi là. Et effectivement, après, il réussit. Et on lui demande après, comment est-ce que tu savais que tu allais marcher? Il dit, je savais rien. Mais je sentais seulement qu'il fallait y arriver. Et ceux qui passent par là, quand ils font leur témoignage, on sent effectivement des gens qui se préparaient à quelque chose. Et quand c'est arrivé, ça a matché, puis ils se sont mis au travail. Ça rejoint même la question que j'avais posée par rapport aux jeunes aujourd'hui qui se pressent dans leur ambition. Parce que je comprends là que c'est vraiment la personnalité qui joue et qu'on doit aussi être capable peut-être de développer plutôt une personnalité qui nous permet en fait de produire le résultat ou du moins d'avoir la capacité de contenir. Et d'être prêt à tout moment. Exactement. Maintenant, comme tu le disais avant, on se demanderait peut-être si je viole la loi du processus, qu'est-ce que cela me coûte? Ou bien si je prends une femme qui est enceinte, est-ce que cela c'est mauvais en soi? Mais c'est simple, comme tu l'as dit, si je prends une femme enceinte, ça veut dire que ça pose le problème de la paternité. Donc un beau jour, le propriétaire, le vrai parent de l'enfant va apparaître pour dire non, cet enfant-là, il est pour moi. Oui. Rappelle-toi, ou on rappelle encore le proverbe à ceux qui nous suivent. Un homme qui est pressé d'avoir un enfant rit de se marier avec une femme enceinte. Oui. Donc il est pressé, il a un objectif certes, mais il est pressé. Donc il viole la loi du processus et il a un enfant. Et puisqu'il est pressé et il a pris une femme qui est déjà enceinte, sachant que ce n'est pas lui qui a mis l'enfant enceinte, c'est-à-dire que cet enfant a un parent, a un père. Oui. Donc un beau jour, le père de cet enfant peut sortir pour dire non, cet enfant-là est pour moi. Et effectivement, après les tests de paternité, on se rend compte que l'enfant, que celui qui s'est empressé d'avoir en se mariant avec la maman, n'est pas son vrai père. Et c'est en cela que vous avez des gens qui occupent des fonctions, qui ont un statut social, qui ont de très belles maisons, qui ont de belles voitures, qui sont directeurs de ceci, qui sont dirigeants de cela, mais qui ne devaient pas être là. Un scandale se produit, quelqu'un qui voyage avec de faux papiers, quelqu'un qui postule un poste avec un faux diplôme, un scandale se produit et on se rend compte que non, c'est un imposteur. Oui. Que monsieur, le diplôme que vous avez présenté pour pouvoir être accepté à ce poste-là, ce diplôme, vous ne l'avez pas eu. Je ne sais pas, actuellement on voit ça vraiment sur les réseaux. On voit, il y a des hommes politiques même aussi qui, pour avoir des postes, sont allés, ils ont pris des raccourcis pour avoir tel doctorat, tel ci, et puis après ça sort. Ça les rattrape. Et quand ça sort, tout ce que vous avez construit pendant toutes ces années va s'écrouler en une seule seconde.
Et ça, là, c'est comme un parent, le vrai parent de l'enfant qui est sorti. Donc, tout ce que vous produisez en prenant des raccourcis, sachez que le parent sortira un jour. Oui. Un scandale peut arriver ou d'une manière ou d'une autre, le secret peut être percé, peut apparaître en plein jour et vous risquez de perdre ça. Et donc, ça peut venir de l'extérieur. Ça, c'est le parent qui vient de l'extérieur. Mais il y a aussi quelque chose qui se produit à l'intérieur. Oui. Vous allez être victime constamment du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que vous saurez si vous êtes le vrai père ou pas. Le poste que vous occupez là, la fonction que vous occupez, le statut social que vous avez dans le pays, que vous avez dans votre environnement, le rang que vous occupez. Si au fond de vous, vous savez que vous ne savez pas vous qui devez être là, vous le savez. C'est pour ça qu'on voit des gens qui sont animés de façon continue par un sentiment de mal-être. On a le sentiment qu'ils sont jamais en paix. Oui. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent. Et ça peut être destructeur. C'est-à-dire qu'il y a rien de plus destructeur que le sentiment de mal-être, le sentiment de culpabilité qui vous ronge de l'intérieur. Sauf que c'est arrivé à un niveau où vous ne pouvez même pas dire ça. Parce que si vous le dites, tout ce que vous avez construit... C'est toute une vie. Sur ces fausses bases-là, risque de s'écrouler. Et on voit vous avez des gens, ils sont malheureux, ils sont malheureux constamment. Et beaucoup sont obligés de faire des œuvres caritatives, essayer de se racheter une certaine conscience. Ils essaient d'aider par ici, ils font plein d'œuvres. Et de loin, on dit, ah tiens, mais cette personne-là, cette dame, ce monsieur-là, il aime vraiment les gens. Hein. Mais ce comportement débonnaire-là, c'est une thérapie. Vient d'où? C'est une sorte de thérapie qui ne dit pas son nom. Un peu. C'est pour ça qu'il est important de suivre un processus de maturation, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus jouissif, que lorsque tu produis un résultat et que tu sais que c'est de ton propre chef, c'est-à-dire que tu as fourni des efforts, que tu as travaillé et que c'est arrivé là-bas. Quand tu prends ça, il y a une sorte de fierté qui anime. Et quand tu sors, tu bombes le torse, tu n'as pas de difficulté à regarder les gens dans les yeux. Et si on te pose des questions là-dessus, tu as une aisance d'en parler et tu peux en parler pendant des heures, pendant des jours sans broncher. C'est-à-dire que on sent, il y a quelque chose qui se dégage de ces personnes-là. Oui. Il n'y a rien de plus jouissif que ça. Mais au même moment, si tu fais des choses, tu sais que c'est pas toi qui dois être là-bas. Tu as beau parler, le soir, quand toutes les lumières sont éteintes et que tu te retrouves devant ton miroir, toi seul, tu sais ce que tu vois. Il y a toujours une insatisfaction. Il y a toujours une insatisfaction qui nous suit. Parce que on a violé le processus, on n'était pas prêt à payer le prix parce qu'on était pressé à avoir. Une fois encore, la science et la technologie nous facilitent la vie aujourd'hui. Elle nous permet de faire des choses un peu plus rapidement. Il y a des choses qui se faisaient en 10 ans avant, aujourd'hui on peut les faire en 1 an. Il y a des choses qui se faisaient en 20 ans, aujourd'hui on peut les faire en 2 ans ou un peu moins. Il y a l'IA aussi qui nous facilite la tâche. Oui. Mais si vous ne faites pas attention par rapport avec l'IA, vous allez devenir un stupide. Oui. Vous allez devenir non seulement un paresseux intellectuel, vous allez devenir stupide, vous allez devenir bête parce que vous ne faites pas tourner vos neurones. Un muscle qu'on n'utilise pas s'atrophie. Oui. Si vous n'utilisez pas votre cervelle, si vous ne faites pas le travail intellectuel et que vous confiez tout à l'IA sous prétexte que ça permet de faciliter la tâche, vous allez devenir bête. Vous allez devenir stupide. C'est bon, rassurer les gens que c'est pas un conservateur qui parle. Parce que les gens ont tendance, dès qu'on parle aujourd'hui de tout ce qui est tendance technologique, ou du moins, moi je pense que ce n'est même pas seulement la technologie, mais ça a façonné même notre manière de regarder le monde. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'avais déjà dit par avant, aucun jeune aujourd'hui ne veut se donner cette peine-là de faire les choses lentement pour que ça puisse aller ou bien avoir un avenir. On se dit, on doit investir peut-être dans 5 entreprises en même temps, on doit faire si, on est pressé vraiment pour avoir du résultat concret. Et c'est au-delà même de la technologie aujourd'hui. Et quand il y a une approche de non, n'allez pas forcément que vers la technologie en renonçant à vous-même, à votre capacité de réfléchir, les gens pensent qu'on est conservateur. Alors, ne faisons pas l'amalgame entre l'optimisation du temps, des ressources que la technologie et la science nous permettent d'avoir et la maturation personnelle. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas la technologie, vous êtes stupide, vous êtes bête.
Dans les deux cas, alors. C'est-à-dire que la science et la technologie nous permettent d'aller vite et de faire les choses un peu plus rapidement, de gagner du temps. Le principe qui est à la base de beaucoup de choses que nous utilisons aujourd'hui, c'est quoi? Faire moins, mais mieux. Oui. Gagner du temps en énergie pour pouvoir utiliser notre cervelle et faire plein de créations, plein d'inventions. Sauf que beaucoup de gens l'utilisent pour devenir paresseux. C'est ça. C'est que la technologie est censée nous permettre d'optimiser notre temps, de nous débarrasser d'un certain nombre de tâches qu'on n'a pas forcément besoin de faire. C'est-à-dire que si moi, je veux avoir une assistante de direction, je ne veux pas une assistante de direction qui va me faire des choses que l'IA peut me faire. Mais s'il y a une assistante de direction, c'est pour qu'elle puisse m'aider à optimiser un certain nombre de choses et nous mettons l'IA faire un certain nombre de tâches pour lesquelles on n'a pas besoin d'intervenir. Oui. Mais à nous deux, ou avec le reste de l'équipe, nous allons mettre maintenant le temps que nous gagnons en confiant une partie de nos tâches à l'IA, ce temps que nous récupérons là, cette ressource, cette énergie qu'on récupère, nous allons l'utiliser à la créativité, à l'imagination, à faire plus d'inventions, à aller un peu plus vite. Mais si, parce que nous avons confié nos tâches à l'IA, que nous ne faisons pas de l'imagination, nous allons devenir bêtes, nous allons devenir paresseux. Et le jour où il y a un bug général et que l'IA que j'utilise ne peut plus me produire ce que l'IA produit, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est fini. C'est comme ça plutôt qu'il faut le comprendre. C'est-à-dire que si aujourd'hui je suis un jeune et que je sors une musique, je suis un sportif et que j'ai 10 ans, 15 ans et que je sors avec un contrat de 300 millions, de 50 millions de dollars ou de 100 millions de dollars, c'est une très bonne chose. Oui. Or, l'argent, si vous ne faites pas attention, l'argent peut vous transformer en autre chose. On a vu des gens qui étaient bons d'une certaine façon, on peut toujours discuter de ça, mais après, ils sont devenus autre chose. Un jeune qui a 15 ans, qui a un contrat de 300 millions, il n'a pas la maturité nécessaire pour pouvoir gérer cet argent, parce que l'argent, c'est de l'énergie. Oui. L'énergie que 300 millions va projeter sur vous, si vous n'avez pas la capacité nécessaire pour tenir cette énergie-là, vous allez devenir fou. De la même manière, il y a des livres, on dit, à certains âges, il y a des livres que vous ne devez pas lire. Si vous les lisez, vous pouvez devenir dément. Parce que ce livre-là, ça émet de l'énergie. Celui qui a écrit ça, il y a une énergie qui accompagne ce livre-là. Le sexe, c'est la même chose. Un enfant de 12 ans qui fait du sexe avec un adulte de 50 ans, l'énergie que vibre une personne de 50 ans, c'est pas la même énergie qu'un enfant de 12 ans, 10 ans vibre. Donc, l'impact de cette énergie, cet enfant-là peut être destructeur pour lui. Oui. Donc, le processus de maturation veut que à des âges donnant on fasse tant de choses. C'est pour ça que même d'un point de vue juridique, on dit l'âge pour voter, on met l'âge de vote, l'âge où on considère qu'un enfant est à toutes ses capacités. Ou peut se prendre en charge. Dans plusieurs pays, l'âge varie. Tantôt c'est 20 ans, tantôt c'est 21 ans, tantôt c'est 18 ans. Mais pourquoi? Parce qu'on estime qu'en bas de ces âges-là, l'enfant ne peut pas encore ou n'a pas encore la lucidité nécessaire pour poser un certain nombre d'actes. C'est pour ça que parfois, lorsque des enfants posent des délits, on dit que c'est un mineur. Donc, on ne peut pas le traiter comme un adulte. Parce qu'on estime que l'âge qu'il a, il n'a pas encore la maturité nécessaire pour comprendre même ce qu'il est en train de poser comme un acte. Comme acte. Coach, moi, ce que je retiens de toute notre discussion, quel que soit si on nous propose la femme la plus belle du monde, qui est déjà enceinte, ou c'est nous qui sommes pressés de l'avoir, dans les deux cas, il faut une maturation personnelle pour d'abord se conformer au processus, ou du moins si ça tombe sur nous, avoir la capacité nécessaire de gérer ça. Je ne sais pas si tu as un dernier mot dans tout ce qu'on a pu se dire. Oui, c'est simple. Je pense que tu as bien résumé. Un homme qui est pressé d'avoir un enfant risque de se marier avec une femme enceinte. C'est bon d'avoir un objectif. Oui. Et c'est légitime d'avoir un objectif. Oui. Et comme on l'a dit tout au long de notre discussion, aujourd'hui, il y a des choses qui se font un peu plus rapidement. Oui. Il faut suivre ça. Il faut utiliser la science et la technologie pour gagner en temps, pour gagner en énergie, pour gagner en argent et pour optimiser son temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut faire un peu plus rapidement. C'est ça. Mais il n'en demeure pas moins que dans toute situation, dans tout objectif, la maturation est importante.
Si on ne mûrit pas avant d'avoir ce qu'on veut avoir, on peut le perdre. On peut être animé d'un sentiment d'imposteur. Ou encore, si on prend quelque chose qu'on ne devait pas encore avoir ou qui ne nous est pas destiné, le vrai parent va apparaître un jour pour réclamer son enfant. Oui. Donc, tout objectif qu'on veut atteindre demande un processus, demande un cheminement, demande une maturation. Et si vous arrivez à le suivre, ce que vous gagnerez, non seulement vous allez le faire fructifier, vous allez prendre du plaisir à l'utiliser, vous allez jouir réellement de ça, sans avoir le sentiment que vous êtes en train de voler, que vous n'êtes pas à votre place. Et on a vu beaucoup de gens qui sont arrivés très vite, très tôt, Oui. qui sont d'un âge avancé, mais continuent de se comporter comme des enfants. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fini de vider tout ce qu'ils devaient faire quand ils étaient enfants et adolescents. Ils n'ont pas tout vidé. Donc, le reliquat de l'enfance et de l'adolescence, là, quand ils ont 50 ans, 60 ans, ils finissent ce reliquat-là. Ils reviennent à la charge. Pour pouvoir finir ça, c'est comme ça, ça se passe. Donc, la maturité, la maturation est importante dans la vie de façon générale. Sinon, vous allez accoucher de nouveau-nés, vous allez prendre ce qui ne vous revient pas, etc. C'est ça. Ce n'est pas de la magie, c'est juste un proverbe africain qui nous fait voyager. Qui nous fait voyager autant, mais au-delà de ça, même qui nous apprend beaucoup de choses de la vie. Et je pense que c'est ce qu'on retient le plus sur cette chaîne. Nous abordons vraiment les proverbes. Et moi, j'apprends beaucoup. Je n'imaginais pas apprendre autant des proverbes africains surtout. Et je pense que c'est un sentiment partagé aussi par les internautes. Comme on le fait d'accoutumer, si vous avez aussi d'autres compréhensions de ça, c'est vraiment tout naturellement de l'écrire en commentaire ou de nous faire des propositions pour la prochaine fois. Et on se fera le plaisir toujours d'en discuter. Absolument. Merci coach. Merci beaucoup Gloria, à très bientôt. Et surtout pour ceux qui nous suivent, n'oubliez pas de vous abonner. Et demain, si vous entendez le chant de corps, sachez que c'est Gloria et moi qui vous disons merci de cette façon. Très bientôt. Merci à toi aussi, à très bientôt.